Bonjour chers abonnés, bienvenue encore à votre émission Parlons Sciences. Parlons Sciences a l'immense plaisir d'être accueilli aujourd'hui dans le campus scientifique de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et plus précisément au niveau du laboratoire commun de microbiologie. Aujourd'hui, l'équipe de Parlons Sciences reçoit dans sa rubrique Production scientifique Dr Babacar Thioye. Dr Babacar Thioye est un jeune chercheur sénégalais en biotechnologie végétale qui a récemment soutenu sa thèse de doctorat unique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar devant ses maîtres. Dr Babacar Thioye, j'ai entre mes votre CV, mais je ne vais pas le lire ici. Mais je vous donne tout simplement l'opportunité de vous présenter devant nos abonnés. Alors, comme vous l'avez dit, je suis microbiologiste, titulaire d'une thèse en biotechnologie végétale et microbienne et amélioration des plantes. Effectivement, j'ai eu mon baccalauréat CDS scientifique. Ensuite, je me suis inscrit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus précisément au département de biologie végétale. J'ai fait là-bas mon parcours depuis la première année en sciences naturelles. La deuxième année, j'ai eu ma licence là-bas, puis ma maîtrise en sciences naturelles. Et après la maîtrise, on m'a sélectionné un master en agroforesterie, écologie et adaptation, qui fait partie des masters du département de biologie végétale de la faculté des sciences et techniques. Et après ce master, on m'a sélectionné en thèse ici au laboratoire commun de microbiologie. D'accord. Docteur Babacar, vous avez dit tantôt dans votre présentation que vous avez soutenu un master en agroforesterie. Docteur Babacar, est-ce que vous pouvez rappeler le sujet sur lequel vous avez travaillé? Et c'est quoi l'agroforesterie et quelle est son importance? Alors, mon sujet de master portait sur une étude comparative de la diversité génétique chez certaines orchidées, chez les Stulacena et Celebes sebastianales, qui sont des orchidées épiphytes du genre Androcombori en Afrique centrale tropicale. Donc ces orchidées nous venaient en Cameroun donc, pour faire une étude comparative de la diversité génétique. En termes plus très simples, l'agroforesterie, c'est l'association, c'est un mode d'exploitation des terres agricoles associant des arbres, des plantations d'arbres et des cultures ou des animaux donc dans une parcelle donnée. Donc l'objectif c'est bien entendu l'augmentation des rendements ou de la productivité. Exactement. Donc l'agroforesterie est d'une importance capitale, surtout dans le secteur de l'agriculture. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, Dr Babacar Thioye va partager le contenu de son document scientifique, qui est la thèse. Avant de décortiquer cette thèse, Dr Babacar, on va aller à l'intérieur du laboratoire pour que nos abonnés puissent découvrir l'environnement scientifique dans lequel vous avez réalisé cette production scientifique de haute portée. Dr Babacar, on peut aller à l'intérieur pour continuer un peu la discussion. Moi-même, je l'avais présenté lors d'un congrès à mon collègue par ma part. Ça sur les zones salées. Alors là, c'est le laboratoire Mycorrhize. Alors, ça.
Pour la continuité de l'émission, nous sommes présentement dans le laboratoire Mycorhiz où Babacar a mené une partie de ses réalisations scientifiques. Babacar, je rappelle que votre thèse porte sur l'amélioration de la croissance et de la production fruitière de Jujufis mauriciana par l'inoculation mycorhizienne dans les vergers au Sénégal. Babacar, toute thèse laisse entendre qu'il y a une problématique. C'est quoi le contexte et la problématique de votre thèse? Alors, cette thèse qui portait sur l'amélioration de la croissance et de la production fruitière de Jujufis mauriciana par l'inoculation mycorhizienne dans les vergers au Sénégal rentrait dans le contexte de la désertification. Pourquoi? Parce que la véritable menace environnementale au Sahel, c'est la désertification. Donc, et pour faire face à ces défis, parce que la désertification a plusieurs conséquences sur la couverture végétale, il y a une perte de la couverture végétale, une perte de la fertilité des sols, qui pousse les populations à la migration, qui entraîne la sécheresse, etc. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela, notamment il y a des facteurs anthropiques, mais aussi des facteurs naturels. Mais pour faire face à ces défis, il y a ce projet nommé le projet de la Grande Muraille Verte, qui regroupe 11 pays, a été mis en œuvre. Donc ce grand projet panafricain visé à lutter contre la désertification et à lutter également contre la pauvreté des populations locales. Mais dans ce projet, on s'intéressait sur les espèces à plus-value économique, d'où le jujubé. Donc le jujubé en faisait partie, qui est notamment notre espèce, notre plante modèle. Donc Jujufis mauriciana, appelé communément jujubé en français, et Sidem en wolof. Donc c'est ça. Donc on a utilisé l'inoculation mycorhizienne. Bon, d'abord je vais définir le terme mycorhize, c'est l'association symbiotique entre les racines d'une plante et le champignon. Donc les champignons ont la capacité à améliorer la croissance, à permettre à la plante de lutter contre les pathogènes, contre les maladies, etc. Donc également au niveau des stress salins, tout ça, il y a vraiment des avantages par rapport à ces champignons. Donc il faut bien savoir que dans le milieu naturel, il y a une forte communauté microbienne qui colonise les racines, comme les champignons. Nous, on s'est intéressé aux champignons mycorhizés. Il y en a deux grands groupes, il y a les ectomycorhizes et les endomycorhizes. Donc les endomycorhizes, c'est particulièrement ce qu'on a utilisé. Mais pour parler notamment, toujours dans la problématique du jujubé, ça fait partie des espèces fruitières, dites négligées. Parce que ces espèces ont vraiment de grands intérêts, notamment économiques, car les fruits sont comestibles, les populations locales les utilisent pour leur alimentation. Mais également, les feuilles servent de fourrage, les bois, on l'utilise également. Et notamment le jujubé, on l'utilise dans les plantations, dans les technologies agroforestières, comme plantes, comme les vies, le brisement, tout ça, le jujubé peut faire l'objet. Mais je rappelle qu'au Sénégal, il y a un programme national qui a été piloté par Pascal Danton, qui avait travaillé sur la domestication du fruitier. Donc l'idée c'était d'introduire des variétés indiennes, notamment le Gola, l'introduction des variétés améliorées pour l'amélioration du jujubé. Car le jujubé local, les fruits sont de très petite taille. Par contre, quand vous prenez le jujubé amélioré, notamment le Gola, son fruit est de grosse taille. Donc, en termes de vulgarisation, ces jujubés améliorés sont déjà diffusés. Mais nous, ce qu'on utilise, on utilise des champignons mycorhizés pour améliorer la croissance et la production fruitière du jujubé en plantation.
il y a des travaux qui étaient effectués sur le jujubier, notamment avec une souche qui a été sélectionnée, c'est le Rhizophagus irregularis IR27, qui est l'une des souches disponibles dans notre collection du laboratoire pour le microbiologie. On a une collection comportant 10 souches d'échantillons. Parmi ces choses, on a sélectionné le Rhizophagus irregularis IR27, qui a montré ses preuves via des travaux antérieurs. Et nous, on s'est intéressé à cette souche, qu'on inocule sur les plants du jujubier, en pépinière, et de voir s'il y a un effet, et ensuite, au bout de 4 mois, transplanter les plants sur la terre, en minerai. Parce que la plupart de ces études se limitaient en pépinière. Donc il y avait des effets de binoculation, mais on ne savait pas ce qui allait se passer en plantation. Exactement. Voilà. C'est ça. Docteur Babacar, vous avez déjà entamé une partie de votre méthodologie, mais je voudrais tout d'abord que vous puissiez expliquer, dire quels sont les objectifs auxquels vous êtes fixés dans le cadre de cette thèse. Qu'est-ce que la thèse visait à faire, à apporter face à cette problématique sérieuse, face à ce contexte que vous avez découvert? Alors, cette thèse avait un objectif général. L'objectif général, c'est d'améliorer la croissance et la production fruitière du jujubier par l'inoculation mycorrhizale. Et pour atteindre cet objectif, nous nous sommes fixés 3 objectifs spécifiques. D'abord, évaluer l'impact de l'inoculation sur la croissance, la survie et la production fruitière du jujubier en plantation. Mais aussi d'évaluer l'impact de l'inoculation sur la diversité des communautés microbiennes natifs des sols de plantation. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une technologie qu'on propose, mais si on inocule des plants, on les transplante, et après on voit qu'il y a une diminution de la diversité native, ou bien il y a un fort changement de la composition native, donc ça sous-entend qu'il y a un effet négatif. Donc on doit montrer, de voir si, quand on inocule, et après on va voir si il y a la diversité, comment ça va se comporter, la diversité native. S'il y aura une augmentation ou une diminution, ou s'il n'y aura pas d'impact sur la diversité. Donc pour montrer que voilà, la communauté native, soit reste intacte, où il n'y a pas un véritable effet sur les communautés natives. Et le troisième objectif spécifique, porter sur la détection de la souche, c'est-à-dire étudier la persistance de la souche inoculée dans les racines de jujubier en plantation. C'est de voir si la souche est toujours présente ou pas, si elle continue à coloniser les plantations au bout de 2-3 ans ou pas, et à quelle proportion par rapport aux populations natives nécessairement. Je voudrais que nos abonnés puissent découvrir cet extrait documentaire auquel Dr Babacar Thioye avait pris part, qui a été réalisé par AB Production et diffusé sur Science et Vie TV. Donc, vous pouvez suivre cet extrait documentaire, chers abonnés. Au Sénégal, alors que la Grande Muraille Verte prend forme, il reste 700 000 hectares à planter. Mais il faut surtout répondre à un défi majeur, améliorer le taux de survie des plantes. L'objectif serait de les rendre plus résistantes à la sécheresse. Fatick, à 2 heures de Dakar. Ici, Babacar Thioye, chercheur en biologie végétale, mène une expérience pour booster le développement de ces arbustes. Tous les 4 mois, je viens, je fais des prélèvements, des mesures de la hauteur, de la taille. Ces plants sont des jujubiers, une espèce fruitière très commune dans la région. Au niveau du dispositif que j'ai mis en place, sur une ligne, il y a 4 jujubiers. Donc une provenance locale et une provenance qui a été introduite ici, qui s'appelle le Gola. Donc c'est un jujubier
certains plants ont été conçus au laboratoire où ils ont reçu un traitement particulier. Leurs racines ont été améliorées grâce à un champignon microscopique censé aider leur croissance. Cela s'appelle l'inoculation. Là, on voit bien le jujubier local inoculé. Ça commence à fructifier, hein, si on regarde bien. Le chercheur vient comparer la survie, mais aussi la taille des plantes améliorées par rapport aux autres. Au laboratoire, on a eu un effet positif de l'inoculation sur la croissance du jujubier. Donc les plants du jujubier inoculés étaient beaucoup plus développés que les plants non inoculés. Donc il y a un suivi régulier au bout de 4 mois, 8 mois, 12, 18, 24, jusqu'à 3 ans, quoi. Mais le secret de ces plantes est surtout enfoui sous terre. Tout se joue dans les racines. C'est là que se trouve le champignon microscopique qui leur a été inoculé. Tout l'enjeu est de vérifier si le traitement appliqué est encore efficace plusieurs années après la mise en terre. Pour produire ces champignons en grande quantité, il suffit de les faire fabriquer par des plantes. Donc là, c'est le maïs qu'on utilise pour faire la multiplication des champignons de notre collection. Après 4 mois de croissance, on coupe la partie aérienne, on prend le sol et les racines du maïs, on les mélange. Donc c'est ça qu'on obtient. Donc c'est ça qu'on inocule. Au laboratoire, le scientifique va vérifier si l'échantillon prélevé sur le terrain contient toujours ces fameux champignons. Là, c'est les racines que j'ai prélevées sous les plants de jujubier. Donc on va faire une coloration avec un produit qui s'appelle le bleu de Tripan, donc qui va colorer en bleu les structures des champignons. Voilà. Donc les ifs se colorent en bleu, c'est des filaments qui se colorent en bleu. Mais également il y a des vésicules, donc c'est des petits ronds là qui se colorent également en bleu. Là, ce que je vois quand même, ça me réconforte parce que le fragment qu'on a prélevé, on a fait la coloration et on voit bien que les jujubiers sur le terrain sont toujours bien mycorhizés. Plusieurs années après la manipulation en laboratoire, les champignons apportent encore des bénéfices à la plante. C'est un réel espoir pour l'équipe de Sali Oufal. D'autant que cette technologie révolutionnaire n'est pas très coûteuse et pourrait être d'un grand secours pour l'agriculture. Merci d'avoir suivi cet extrait documentaire. Comme je vous l'avais dit, on est en science. La science n'est pas la théorie. Donc vous avez vu Babacar dans cet extrait documentaire. Il a été sur le terrain, suivre pendant des mois la croissance du jujubier. Vous l'avez vu également au laboratoire avec les champignons et autres, avec toutes les techniques qu'il a eu à utiliser dans cette partie laboratoire. Et ce laboratoire, c'est le laboratoire commun de microbiologie. L'appel qui est le rhizophorus urobirali est dans les racines inoculées. Félicitations, docteur Babacar. Je vois que vraiment vous avez eu à utiliser beaucoup de techniques et les nouvelles technologies également de la science avec les NIS que vous avez dit tout à l'heure. Donc félicitations pour ce travail rigoureux et sérieux que vous avez abattu pendant plusieurs années. Et ça, dans le silence, hein, ça dans les sciences. Mais derrière cette méthodologie que tu as utilisée avec toutes les techniques, quels sont les principaux résultats que vous avez obtenus à travers cette thèse?
Mais s'il y a aussi des choses que vous voulez rajouter. Ouais, non, en fait, je voulais revenir un peu sur les méthodologies. Hein. J'ai eu la chance de participer, à pas mal de formations, notamment sur les NGS. Si on ne fait pas une formation, on ne peut pas. D'abord, il faut avoir une base en informatique. C'est vraiment la base. Et puis de pouvoir programmer, faire des programmations. Parce qu'on utilise, moi j'ai utilisé le logiciel Mother. Il y en a qui utilisent Shine, d'autres, etc. Donc j'avais fait une formation sur le traitement des données, NGS, qui m'a permis à 80 à 70% de pouvoir traiter mes données. Mais également au niveau des traitements des séquences, j'avais maîtrisé tout ce qui est construction d'arbres, correction des séquences, etc. Donc pour revenir aux résultats des travaux, concernant la première partie, le premier objectif, j'avais un effet de l'inoculation avec la souche Rhizophagus irregulariae sur la croissance et la destruction minérale des jugés en serre, après 4 mois en serre. Ça c'était le résultat en pépinière. Ensuite, en plantation, je le rappelle, on avait fait un suivi régulier tous les 4 mois dans les 2 sites de plantation pour évaluer aussi bien le taux de suivi, la croissance et le taux de micronisation. Et là-bas également, l'effet persistait. Donc on avait un effet positif. L'effet qu'on avait obtenu en serre se poursuivait en plantation. Donc on avait toujours en plantation un effet positif de l'inoculation sur les paramètres de croissance, mais surtout sur le taux de suivi des jugés, qui était plus important dans les inoculés, contrairement aux témoins. Autrement dit, la mortalité était beaucoup plus importante chez les témoins, contrairement aux jugés inoculés. Ce qui montre, bien entendu, la compétitivité, la capacité de la souche qu'on a utilisée vis-à-vis des champignons natifs. Donc, pour vous dire, en fait, nous, ce qu'on cherchait, c'est de voir si la souche est compétitive par rapport vis-à-vis des souches natives. Si on inoculait, il y avait les témoins qui prenaient le dessus sur les inoculés. Ça veut dire qu'il y a des souches performantes sur le terrain, voilà, vous voyez, qui prennent le dessus par rapport à ce qu'on a utilisé. Voilà. Mais là, on a vraiment montré que cette souche est toujours efficace au bout de 2 ans ou plus de plantation. Mais rien ne nous dit que les témoins ne vont pas prendre le dessus. Donc, en milieu réel, c'est ce qui est passionnant. La plupart se limitent en pépinière, mais il faut vraiment voir ce qui se passe sur le terrain. Et pour revenir sur les résultats du deuxième objectif, on avait également un impact de l'inoculation sur la diversité des communautés microbiennes. À Amali, on était arrêté à 13 mois de plantation. Là, il y avait une diminution de la diversité. Autrement dit, il y avait une diminution moindre. Il y avait une diversité plutôt moindre au niveau des inoculés, au niveau des témoins, au niveau des inoculés, excusez-moi, comparé aux témoins. Autrement dit, si on peut dire, il y avait une diminution de la diversité. L'inoculation entraînait une diminution de la diversité. Par contre, à Kermanei, à Sadi, on n'avait pas d'impact de l'inoculation, ni sur la diversité, ni sur la richesse des séments, ni sur la composition des communautés. Donc il n'y avait pas un impact. Les analyses qu'on a faites ont montré qu'il n'y avait pas d'impact positif de l'inoculation sur la diversité. Donc ça montre également l'intérêt d'utiliser cette technologie parce qu'il y a un impact limité. Limite quoi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un effet négatif d'inoculer. Quand on inocule, on bouleverse la communauté native, etc. Et les résultats du troisième positif montraient que la souche persistait. Les résultats qu'on a obtenus au niveau du troisième objectif montraient qu'il y avait ce qui portait sur la persistance de la souche inoculée. Donc on avait obtenu comme résultat la détection de la souche dans les racines inoculées et une absence de la souche dans les racines non inoculées. Donc la souche inoculée, Rhizophagus irregulariae,
était toujours présente, persistait au bout de 24 mois dans les racines tuberculeuses et absente dans les racines tuberculeuses. Et surtout, en termes de quantification racinaire, de colonisation racinaire, représentait 11 à 12% par rapport aux populations natives de Rhizophagus. Donc c'est ce que j'avais voulu comme principal résultat au niveau de ce troisième étude. Merci. Et, Dr Babacar, en regardant un peu dans votre thèse, je vois que déjà par rapport à ces résultats, vous les avez valorisés. Parce qu'on dit, en science, ce qui n'est pas publié n'existe pas. Le Dr Babacar Thioye a publié 2 articles scientifiques dans les revues internationales à comité de lecture. Et il a également, dans le cadre de cette thèse, il a eu à participer à beaucoup de congrès scientifiques au niveau international. Et il a réalisé 9 communications orales et également 3 posters ou bien 2 posters. Donc, Dr Babacar, je vous félicite encore une fois et je vous encourage pour le travail important que vous avez abattu dans le cadre de cette thèse. Peut-être pour finir, Dr Babacar, quelles sont les perspectives? Donc, vous avez parlé des résultats, mais quelles sont les perspectives de cette thèse? Bon, pour les perspectives, quand même, comme j'ai utilisé 2 sites d'études, l'idée c'est d'élargir sur une large gamme environnementale, c'est-à-dire en multipliant les sites pour avoir vraiment un gradient hydrométrique, avoir des sites au nord, vers le centre, au sud du pays, à l'est, à l'ouest. Tout ça au Sénégal. Au Sénégal, multiplier les sites et également prendre beaucoup plus de paramètres environnementaux. Donc, à savoir les paramètres physico-chimiques, je n'avais même étudié, mais de prendre beaucoup plus de paramètres et puis d'intégrer ça au niveau des résultats et de voir si ça impacte notamment la diversité des communautés natives. Et puis, d'étudier également la persistance de ces souches après, dans d'autres sites notamment, mais en association avec d'autres espèces fruitières d'intérêt. Parce que là, cette souche a montré ses preuves au niveau du GIP. Pourquoi pas utiliser cette souche sur d'autres essences fruitières? Donc en termes de productivité végétale et productivité fruitière notamment. Et d'ailleurs, je vois que les perspectives sont très très prometteuses. Et bon vent pour cela. Babacar, vous avez eu la chance de soutenir cette thèse, cette thèse de doctorat unique qui représente le diplôme le plus élevé de l'enseignement supérieur par la grâce d'Allah, et également avec les prières de vos parents, et également avec l'effort fourni au niveau personnel. Et je suppose que présentement, il y a certainement parmi les abonnés qui nous suivent, ou bien les scientifiques, il y a des jeunes scientifiques qui aimeraient s'engager dans l'aventure de la thèse. Quel conseil vous aimeriez leur donner pour après avoir vraiment soutenu cette thèse pendant plusieurs années de travail? Alors, les conseils que je pourrais donner à nos frères et sœurs qui veulent s'engager, c'est que là, il y a les outils et les techniques qui sont là. Donc, dans ce laboratoire, comme de microbiologie, c'est lié à l'étude des relations symbiotiques entre les micro-organismes et les racines des plantes. Donc, on a des techniques qu'on sait faire, le savoir-faire il est là. Donc tout dépendra de la thématique des thèses. Il y a des sujets que les professeurs proposent. Donc ici dans ce laboratoire également, on propose des sujets de thèse. Et puis, bon, c'est de la passion. Hein. Nous, ce qu'on fait, c'est l'étude des micro-organismes. Mais je rappelle que il se passe énormément de choses sous nos pieds. Des choses très intéressantes. On ne sait pas. Donc on marche sur le sol et il y a beaucoup de choses qui se passent sous nos pieds. Et donc ça serait vraiment très intéressant de faire de la recherche. Donc c'est vraiment l'un des piliers de développement d'un pays. Exactement. Il faut vraiment s'engager dans la recherche et croire à la recherche. Voilà. Donc si on veut bien développer l'agriculture, l'enseignement supérieur,
faut vraiment s'engager dans la recherche et le savoir-faire, il est là. Tous les séjours qu'on a fait, c'est pour apprendre. Et ces outils, il faut les mettre vraiment à la disposition de la communauté. Voilà, c'est ça. Voilà, je rappelle juste que cette thèse, c'était dans le cadre d'une co-tutelle entre deux institutions, à savoir l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'Université des Andes. Voilà, donc il y avait une convention qui est établie entre ces deux universités. Ok, merci Babacar. Nous sommes au terme de cette émission. Babacar, vous pouvez donner le mot de la fin. Alors, merci madame. Donc, je remercie d'abord toutes les équipes qui ont contribué à ce travail, notamment les deux directeurs de thèse, mais aussi nos collaborateurs à Dijon et à Montpellier. Mais aussi l'équipe technique ici au Sénégal, avec qui j'ai travaillé pour réaliser notamment ce travail. Donc, je vais dire merci. Et vos impressions sur Parlons Sciences? Oui, quand même, là, je salue cette initiative, hein, et puis je te dis, Matar, il faut foncer. L'équipe Parlons Sciences. Voilà, je parle tous de l'équipe, mais de l'initiateur. Donc, je vous encourage et j'encourage également l'équipe vraiment de Parlons Sciences de continuer sur ces lancées. Parce que là, ça donne vraiment une idée, une envie de faire la recherche et puis de bien connaître voilà, ce qu'on fait. Merci Dr Babacar pour ces beaux mots et également merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est pour moi. D'avoir également accepté de partager vos résultats scientifiques. Vous avez vraiment décortiqué votre thèse, les grandes lignes de votre thèse. Nous vous en remercions infiniment de votre disponibilité et pour tout. Alors, chers Japonais, nous avons toujours l'habitude de le dire. Dans Parlons Sciences, la parole revient aux scientifiques, revient aux chercheurs. Quels chercheurs? Des chercheurs sénégalais, des chercheurs africains. Babacar a partagé ses productions scientifiques, mais nous invitons également les docteurs que vous êtes, qui avez soutenu vos thèses. Hein? Nous allons déterrer les thèses, entre guillemets, on va déterrer les thèses dans Parlons Sciences TV. Nous également, nous allons aller vers la rencontre des grands maîtres, les chercheurs de renom vraiment qui ont formé ces jeunes scientifiques-là, que sont Babacar et autres. Nous allons également les inviter pour partager leur background, leur parcours avec les Sénégalais et également avec la communauté scientifique plus particulièrement. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro de Parlons Sciences TV. Merci encore une fois d'avoir suivi cette émission.